On vous laisse donc écouter la conférence de presse et Viktor Orban. Écoutez. Les États-Unis sont notre allié. La paix, la sécurité de la Hongrie est donc garantie. Mesdames et messieurs, l'Europe se dirige vers la pire crise énergétique de son histoire, avec une flambée des prix, si nous n'agissons pas dans les temps. Nous serons confrontés à des pénuries d'énergie, de gaz et de pétrole. Dans ce contexte, il est donc crucial de garantir une coopération énergétique entre les États-Unis et la Hongrie, sans laquelle nous ne pourrons nous approvisionner suffisamment. Nous avons parlé des efforts des États-Unis pour développer et atteindre la paix dans le monde. La Hongrie soutient ces efforts tout personnellement. Nous nous trouvons dans l'ombre d'une guerre depuis plus de 4 ans. Les efforts du président Trump sont louables. Si le président Trump avait été véritablement élu en 2020, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. La paix prospérerait d'ores et déjà aujourd'hui, et ça aurait été le cas depuis bien longtemps. J'ai eu l'occasion d'expliquer au vice-président que la Hongrie fait l'objet d'interférences fortes et ouvertes dans le cadre des élections législatives imminentes. La question financière de ces interférences dans les élections est tout particulièrement importante et se doit d'être évoquée ici. Je suis très reconnaissant d'avoir pu échanger avec le vice-président sur la question civilisationnelle de l'Europe. Les discussions continueront entre nos deux pays. 4 sujets clés: l'immigration, l'idéologie du genre, la politique familiale et la sécurité dans le monde. Ces 4 sujets sont cruciaux. La Hongrie dispose d'une grande expérience dans ces catégories et nos discussions du jour ont débouché sur un accord visant à renforcer la coopération entre nos deux pays. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président, de vous être rendu en Hongrie en ce jour. Je laisse la parole maintenant au vice-président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci aux Hongrois de m'accueillir dans cette salle. C'est un grand honneur d'être présent ici pour la première fois dans le cadre de mes fonctions. La première fois que je me suis rendu en Hongrie, c'était avec ma femme dans un voyage tout à fait personnel. Ma femme était d'ailleurs enceinte. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de retourner en Hongrie. Avec le président des États-Unis, nous avons avec une très forte amitié vis-à-vis du Premier ministre Monsieur Orban. Aujourd'hui, nous sommes présents pour fêter cette magnifique amitié. J'aimerais présenter tout mon soutien envers le Premier ministre alors que les élections législatives approchent à la fin de la semaine. Je ne suis pas ici pour parler au peuple hongrois, mais rappelons que certains, notamment à Bruxelles, ont fait tout en leur pouvoir pour tirer la Hongrie vers le bas ou en arrière, car ils n'aiment pas ce qui se produit dans ce pays. Mais nous, nos deux pays peuvent se targuer d'avoir une grande coopération politique et économique. Le vice-président est une figure prééminente en matière de sécurité énergétique en Europe et peut proposer une voie de sortie à la crise énergétique.
Sans les actions du Premier ministre hongrois, la crise énergétique en Europe serait bien pire. Il faut donc remercier les efforts du Premier ministre. Nous voulons que l'Europe soit un continent qui réussisse à se développer. Nous voulons que l'Europe atteigne l'indépendance énergétique, soit même une puissance dominante du marché énergétique. Mais il faut faire bien davantage, et c'est ce que M. Orban essaye de faire. Une Europe prospère, une Europe indépendante énergétiquement, une Europe forte au niveau de la technologie, qui construise, qui développe. Le partenariat entre les États-Unis et la Hongrie vise à cela. Depuis de nombreuses années déjà, sous le leadership du président Trump, nos pays ont renforcé leurs liens économiques. Il s'agit également d'une coopération morale entre nos deux pays. Les États-Unis et la Hongrie représentent la même cause, la défense de la civilisation occidentale, la défense de l'idée que nos enfants doivent être éduqués, que des familles puissent se développer selon nos valeurs, l'idée d'une civilisation reposant sur des valeurs chrétiennes, l'état de droit, la liberté d'expression, la protection des plus vulnérables. Il y a tant de choses qui réunissent les États-Unis et la Hongrie. Malheureusement, trop peu de gens sont prêts à se dresser pour renforcer ces valeurs. Je suis également présent aujourd'hui car nous avons beaucoup entendu de discussions dans les capitales européennes, cette nécessité de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président Trump n'était pas aux manettes il y a 4 ans. Mais maintenant, Donald Trump, Viktor Orban multiplient leurs efforts pour essayer de comprendre ce qui peut être fait pour que les Ukrainiens et les Russes se retrouvent autour de la table. Il y a 10 millions de personnes en Hongrie. Je vous l'ai dit, Monsieur le Premier ministre, et je vous dis que votre leadership est un partenaire, est une force pour la paix bien plus importante qu'on ne pourrait le penser. Enfin, une dernière observation. Alors que les élections législatives approchent, ce qui se produit dans notre pays, c'est un des pires exemples d'interférence politique que j'ai vu ces dernières années. À Bruxelles, on essaye de détruire l'économie de la Hongrie, d'affaiblir la Hongrie au niveau énergétique, de faire flamber les prix là-bas. Tout ça parce que c'est le Premier ministre Orban au pouvoir. Mais il faudrait que les Européens se posent les bonnes questions. Il faut savoir qui est pour la Hongrie. Et moi, je défends la Hongrie. Je suis là pour les aider, pour vous aider. On a beaucoup parlé, tous les deux. Nous avons vu ce qu'il faut faire pour aider le peuple ukrainien, pour le peuple hongrois, pour qu'il connaisse la prospérité. Mais nous voyons cette censure en ligne appliquée par Bruxelles. Bruxelles veut dicter sa loi vis-à-vis des plateformes de réseaux sociaux. Bruxelles veut consulter toutes les informations cruciales de ces plateformes et cela ne va pas dans le sens de la liberté d'expression. Les États-Unis pensent qu'il y a beaucoup d'interférences de la part de Bruxelles. C'est une honte. J'encourage
les bureaucrates bruxellois à agir dans le bon sens. Merci. Nous avons maintenant quelques questions. D'abord en hongrois, puis en anglais. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Nem állnék fel a kamerák miatt, elnézést kérek. Két kérdésem lenne, az egyik a miniszterelnök úrhoz, a másik pedig az alelnök úrhoz. A miniszterelnök úrtól azt kérdezném, hogy szóba kerültek-e a tárgyaláson az orosz-ukrán háború befejezésének lehetőségei, vannak fejlemények. Az alelnök úrtól pedig azt kérdezném, vagy azt kérném, hogy kommentálja Zelenszkij elnök úr fenyegetéseit, amit Magyarország, illetve személyesen Orbán Viktor miniszterelnök felé intézett. Köszönöm szépen. Beszéltünk az orosz-ukrán háborúról, ami egy Pour fájdalmas rebondir sur la téma. guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est un sujet Mégis két keresztény difficile à ország évoquer, háborújáról beszélünk. douloureux. Une guerre entre deux pays chrétiens Ráadásul Európa területén. sur le territoire européen. Megadja ennek a háborúnak a komolyságát. Ces deux éléments rappellent que cette guerre est extrêmement Nagyra grave. becsültem az Egyesült Államok elnökét, hogy az első pillanattól kezdve, mármint a mostani elnökről beszél, az első pillanattól toujours kezdve ezt a két dimenziót tartotta. Était sur la même ligne que le président Trump. Európában Dès le début de la guerre, nous avons été d'accord sur les bases. L'Europe ne peut pas se permettre d'avoir une guerre sur son territoire avec des dizaines de milliers de personnes mourant semaine après semaine. C'est terrible. Il faut terminer cette guerre à tout prix. Avant que le président Trump ne revienne au pouvoir, les États-Unis étaient pour continuer cette guerre. Le retour de Trump est inestimable, car il contribuera à la paix. On ne peut pas ne pas parler de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a aussi des Hongrois qui meurent dans cette guerre, des Hongrois qui habitent en Ukraine. Trop souvent, certains citoyens hongrois sont transférés de force sur le champ de bataille où ils finissent par mourir. Le président des États-Unis et le président de la paix, il a essayé de créer le Conseil de la paix pour l'Ukraine. Il faut trouver une solution à ce conflit. La Hongrie s'engage, est en faveur d'une résolution pacifique du conflit. Il y a des négociations. Nous avons vu ce qui s'est passé entre ces discussions entre le président russe et le président américain. La Hongrie est prête à aider les deux pays à mener des bons pourparlers. Nous sommes à leur disposition. Merci. Pour vous répondre, je n'étais pas au courant que le président Zelensky aurait menacé le Premier ministre hongrois. Il ne faut pas menacer le peuple hongrois, car c'est lui qui porte le fardeau de la guerre. Le leadership de Viktor Orban a été un leadership fort et intelligent. Il ne faut pas remettre en question le côté moral ou immoral de la guerre. Nous ne voulons pas de cette guerre, nous voulons que cette guerre se termine. La véritable question, c'est comment mettre un terme à cette guerre. La réponse, ce n'est pas en parlant comme nous et en attendant que les enfants des autres meurent sur le front. Il faut une solution diplomatique.
Et donc il faut demander à tous les Européens quel est l'avenir, quelle est la condition de la paix. Continuer à envoyer des jeunes hommes au front dans une spirale de violence ou bien miser sur la diplomatie. Est-ce que la solution c'est la flambée des prix à tel point que certaines sociétés menacent de s'effondrer ou pas? Le président américain est engagé à 100% pour la résolution de cette guerre. Cela touche beaucoup les Hongrois, les Européens. Vous savez mieux que quiconque ce qui se passe dans cette guerre. Le président américain travaille avec rapidité sur ce domaine, car il sait que la guerre en Ukraine est très mauvaise. Il faut multiplier nos efforts diplomatiques. Le Premier ministre Orban nous a été d'une grande aide. Il faut comprendre ce que les Ukrainiens et les Russes ont besoin pour atteindre cette paix. Cette guerre, c'est la guerre sur laquelle le président Trump a travaillé le plus. Il faut continuer à travailler. Nous avons besoin de gens en Europe qui comprennent les enjeux de cette guerre, les enjeux d'une négociation, comme Viktor Orban. Le sommet de Budapest en est un bon exemple. Quand on réunit des leaders autour de la table, on peut avancer. Des endroits où on peut préparer la paix comme cela. Merci. Nouvelle question pour chacun d'entre vous. Monsieur Orban, vous avez évoqué la flambée des prix de l'énergie, à cause notamment du blocage du détroit d'Ormuz. Maintenant qu'il n'y a plus de pétrole russe ou du Moyen-Orient, qu'est-ce qui va se passer en Europe? Qu'est-ce qui va se passer en Hongrie? Quid d'une coopération énergétique entre les États-Unis et la Hongrie? Pensez-vous que Bruxelles allègera les sanctions vis-à-vis de la Russie? Selon un rapport des services secrets américains, l'Ukraine serait intervenue dans la campagne vis-à-vis des élections législatives. Quels potentiels objectifs de l'Ukraine avec une telle interférence? Merci. La situation en Europe est nouvelle. Les élections en Hongrie sont peut-être un nuage noir à l'horizon. Peut-être que la crise énergétique nous détourne de ce sujet, alors qu'il arrive dimanche. Mais il y a quelque chose qui va tout changer. La stratégie suivie par les Européens de soutenir l'Ukraine est un échec. Cette stratégie est un échec. Et ce, dès le départ. Il me semblait que c'était une idée très étrange. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine met à l'épreuve l'économie russe. L'Europe soutient l'Ukraine et à terme, la Russie sera forcée à écouter les demandes des Européens et des Ukrainiens. Mais ça, c'est ce qu'on entendait. Mais la Russie est un pays avec des ressources énergétiques quasiment illimitées, alors que ce n'est pas le cas des Européens et des Ukrainiens. C'est pareil pour les matières premières. Pendant un certain temps, les Européens pensaient que ces sanctions seraient suffisantes pour remporter la guerre économique. Mais d'un coup, toutes les terres rares russes et les hydrocarbures russes reviennent sur le devant de la scène.
La stratégie européenne en Ukraine est un échec. C'est peut-être pour cela également qu'on n'a pas tant parlé que cela de l'importance des élections en Hongrie de dimanche. La situation est difficile, je suis très clair sur ce sujet. Depuis 2022, les Ukrainiens ont coupé leur gazoduc qui les reliait à la Russie. Nous avons pu garantir notre approvisionnement en hydrocarbures par la Turquie. Nous avons dû subir les attaques du gouvernement ukrainien qui nous a coupé notre approvisionnement en hydrocarbures vis-à-vis de la Russie. C'était notre cordon ombilical. Il faut approvisionner notre économie en matières premières. Il faut forcer l'Ukraine à réouvrir les gazoducs et nous avons un plan pour cela, étape par étape. À l'issue de ce plan, je suis convaincu que nous gagnerons et que l'Ukraine n'aura plus aucune option si ce n'est réouvrir les gazoducs et donc garantir notre approvisionnement énergétique. Voilà mon plan, voilà le déroulé des prochaines semaines et mois. Les services secrets ukrainiens, nous l'avons vu, ils ont essayé d'interférer dans les élections hongroises, américaines. Ils ne peuvent faire autrement. L'Ukraine, comme les États-Unis d'Amérique, est un pays où il y a des bonnes personnes, des moins bonnes personnes. Nous croyons à la souveraineté de tout un chacun. En Ukraine, il y a des gens que l'on voyait aux côtés des démocrates quelques semaines, quelques jours même avant l'élection de Donald Trump, élection remportée d'ailleurs haut la main par le président. Je ne suis pas là pour essayer de dire les inepties. Non, moi, je crois qu'il est dans le meilleur intérêt de l'Ukraine, de l'Europe, de la Hongrie et des États-Unis que cette guerre se termine aussi rapidement que possible. Les graines de ce conflit remontent bien avant le début, en 2022. Mais les chefs d'État et de gouvernement européens ont décidé de se couper du gaz naturel et du pétrole qui venait de la Russie. C'était une grande erreur à l'époque et ça reste une grande erreur. Quand on accuse mon président d'être pour la Russie, non. Le président Trump a fait bien plus que quiconque pour nous aider en matière énergétique. Nous aimerions que nos alliés, nos amis mènent des politiques énergétiques de bon sens. Pourquoi ne pas vouloir l'indépendance énergétique de notre pays et de nos alliés ? Il faut que les pays européens atteignent l'autonomie énergétique. Nous voulons juste mettre un terme à cette boucherie entre l'Ukraine et la Russie. La façon de résoudre ces problèmes, c'est de se parler. C'est une diplomatie ouverte. Quelques questions maintenant des journalistes qui m'ont suivi dans ce voyage en Hongrie. Merci. L'heure tourne. L'ultimatum du président Trump arrive bientôt à échéance. Le président Trump avait dit sa volonté de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Pensez-vous qu'un accord peut être trouvé d'ici là? En outre, God supporting the United States in this war and the strikes against Iran being part of God's will.
On a entendu parler des déclarations du président Trump disant que Dieu est du côté des États-Unis. En êtes-vous convaincu? Je vais vous répondre. J'ai un SMS de Steve Witkoff. Est-ce que vous voulez le savoir? Bref, il faut d'abord que je lise son intitulé avant de pouvoir vous en dire un peu plus. Mais quelle heure est-il aux États-Unis? Bon, oui, je comprends mieux votre question. Bref. Sur cette question de l'accord, il y a deux voies. Le président était très clair. Deux voies. Les États-Unis ont atteint leurs objectifs militaires. Empêcher que l'Iran puisse développer une bombe nucléaire ou développer un programme balistique. Le président l'a dit, la guerre va bientôt prendre fin. Mais c'est aux Iraniens de définir la façon dont cette guerre se terminera. La première option, les Iraniens décident de devenir un pays normal, arrêter leur soutien au terrorisme, miser sur le commerce. Ça ira mieux d'un point de vue économiquement, pour le monde également, plus de sécurité. Pour la planète. Ça, c'est la première option. La seconde, les Iraniens refusent de rejoindre la table des négociations. Ils continuent de financer le terrorisme, de menacer Israël. L'Iran reste le mal, et même bien pire que cela. Avec Steve Witkoff et Jared Kushner, nous essayons de comprendre les objectifs de l'Iran. Pour nous, que l'Iran choisisse la première solution ou la deuxième, c'est la même chose. Et peut-être que les Iraniens se concentreront sur une des deux voies. Avec le président, nous essayons de trouver une solution quant à au déblocage du détroit d'Ormuz. Mais nous savons que le blocage du détroit d'Ormuz touche plus les pays du reste du monde que nous. Nous allons bientôt savoir ce qu'il en est de la situation de l'Iran. J'espère en tout cas qu'il y aura une résolution. Maintenant, Dieu est-il de notre côté? De quel côté Dieu est-il? Mais dans un conflit militaire, ma première réaction, c'est de prier. Nous menons cette guerre pour les bonnes raisons. Nous ne voulons pas un régime qui soutienne le terrorisme. Nous ne voulons pas que ce régime acquiert l'arme nucléaire. Je pense que je continuerai à prier dans cette direction et vous serez la première à savoir que je continue à prier. Maintenant, Reuters et AP. Reuters. Okay, good. I checked my earpiece to see if somebody in my staff would tell me who I should call on, but nobody answered. This is just Hungarian, so go ahead. Merci, Monsieur le Vice-président. J'ai quelques questions pour vous. Selon nos informations, les États-Unis vont frapper l'île de Karg. Vous avez affirmé que les objectifs militaires de cette guerre ont été atteints. Expliquez-nous, pourquoi le président continue-t-il de menacer et d'attaquer chaque installation nucléaire ou énergétique en Iran? En outre, le calendrier de la guerre n'est pas clair. Nous sommes à la 6e semaine. Le président avait dit que la guerre se terminerait en 6 semaines. Est-ce qu'on va vraiment vers la fin du conflit? Enfin, si le Premier ministre Orban perd ses élections, est-ce que l'âge d'or des relations entre la Hongrie et les États-Unis pourra continuer? Nous aimons les Hongrois, nous soutenons la relation entre nos deux pays. Mais c'est Viktor Orban qui va remporter les élections, j'en suis confiant. La relation positive continuera.
N'est-ce pas, Victor? Tout à fait. Maintenant, l'île de Cargue. J'en ai parlé au général Kane. Je crois que nous avons frappé certaines installations sur l'île de Cargue. Le président a été clair. Nous n'allons pas cibler les cibles énergétiques tant que les Iraniens n'ont pas répondu à notre ultimatum. Est-ce qu'il s'agit là d'un changement de stratégie du président des États-Unis? Non. Puisqu'il dit, ce qui définit sa position, c'est la réponse de l'Iran vis-à-vis de l'ultimatum. L'Iran veut infliger des dommages économiques à tout le monde entier. Mais les États-Unis peuvent faire bien pire que l'Iran, mais ils ne le veulent pas. La balle est dans le camp des Iraniens. Le président l'a dit. Et je vais me répéter. Les Iraniens ne sont pas des négociateurs extrêmement rapides. Nous savons qu'il y a un certain délai dans la transmission des messages. Mais nous sommes confiants. Nous aurons une réponse positive ou négative d'ici 8 heures ce soir. Ce que nous voulons vraiment, c'est un monde où le pétrole et le gaz coulent librement, où tout le monde peut chauffer sa maison, où tout le monde peut rouler en voiture pour aller au travail. Et ce n'est pas possible si les Iraniens font du terrorisme économique. Pour l'instant, le président des États-Unis sait qu'il a un arsenal à sa disposition et qu'il peut l'utiliser si les Iraniens ne changeront pas de position. Voilà. À vous, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous deux. Ainsi se termine cette conférence de presse. Je vous remercie. À bientôt. Et voilà pour cette conférence de presse conjointe qui vient de se dérouler à Budapest en Hongrie où Viktor Orban reçoit donc aujourd'hui les renforts, le vice-président américain qui vient prêter main forte à 5 jours seulement de ce scrutin législatif. On a été rejoint entre-temps par nos clubbers, le club France 24 qui va être un peu décalé dans le temps aujourd'hui. On va d'abord commencer évidemment par débriefer, décrypter cette séquence. Beaucoup de choses ont été dites. Orban a évidemment d'abord salué l'âge d'or de la relation entre la Hongrie et les États-Unis qui donc a atteint des sommets depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Les mots qui comptaient aujourd'hui, c'était ceux de Vance, J.D. Vance, qui a rappelé ses liens très forts avec son ami Victor qui est un proche. Et J.D. Vance ne s'en cache pas. Les États-Unis ont pour projet de voir Orban remporter ce scrutin, même s'il est en difficulté aujourd'hui. Il l'a dit, je ne viens pas parler aux Hongrois aujourd'hui. Il fait passer quelques messages à Bruxelles quand même au passage. Ah oui, clairement, il s'en prend clairement à Bruxelles, J.D. Vance, en disant que Bruxelles, si on comprend bien, a interféré dans ces élections en faveur du candidat d'opposition. Alors, ce qui est un peu ironique, c'est que lui vient faire un peu la même chose en faveur de Viktor Orban, même s'il dit, moi, je veux pas me mettre à la place du peuple hongrois, mais c'est vrai que nous avons un âge d'or. Alors, il y a plusieurs coopérations qui sont essentielles. Ils ont beaucoup insisté, les deux dirigeants, sur la coopération énergétique. Et sur le rôle que jouait la Hongrie. Viktor Orban en a profité d'ailleurs pour à nouveau tacler l'Ukraine sur le fait que l'Ukraine refuse de rouvrir les gazoducs qui viennent de Russie, ce qui place la Hongrie en position difficile. Et il a même à un moment été très dur avec l'Ukraine, puisque, a-t-il dit, Zelensky aurait menacé le Premier ministre hongrois. Bon, on va laisser cette affirmation là où elle est pour l'instant, mais on voit clairement. Il a découvrir en direct pendant la conférence de presse. J'avais pas connaissance de cette information, a dit J.D. Vance. Ah, J.D. Vance, oui, bien sûr. Là, mais je parlais de Viktor Orban, mais J.D. Vance a dit, bon, j'étais pas au courant, mais bon, plus globalement, c'est une grande convergence sur les questions énergétiques et sur les questions. Je vous disais tout à l'heure que J.D. Vance était un peu l'idéologue en chef. D'ailleurs, s'il arrive un jour à la Maison Blanche, parce que ça fait partie de ses ambitions
fond, c'est quelqu'un de très articulé. Il n'est pas du tout comme Donald Trump. Hein, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, d'extrêmement rationnel, qui lit beaucoup d'essais, etc. Mais qui est dans cette mouvance-là. Et il a dit, avec Viktor Orban, nous sommes d'accord sur le fait que nous défendons la civilisation occidentale, les valeurs chrétiennes, l'état de droit, la liberté d'expression, etc. Viktor Orban, lui, a dit qu'il y avait 4 priorités dans la relation civilisationnelle entre la Hongrie et les États-Unis, hein, l'immigration, l'idéologie de genre, la politique familiale, la sécurité dans le monde. Donc ce sont des combats communs à mener. Donc on comprend du coup que oui, Vance est venu soutenir quand même Viktor Orban dans la perspective de ces élections législatives, et que si Viktor Orban perd dimanche, eh bien oui, ce sera une mauvaise nouvelle pour l'administration Trump, qui voudrait, comme on l'a dit un peu tout à l'heure déjà, que tous les pays européens aient la même approche politique, civilisationnelle, morale que la Hongrie. Et puis aussi, ça c'est jamais vraiment dit ouvertement, les Américains, un peu comme les Russes d'ailleurs, aimeraient que les Européens soient affaiblis et divisés pour leur éviter d'être une grande puissance, même si J.D. Vance a dit le contraire en disant nous souhaitons une Europe prospère, et, harmonieuse, en paix, etc. Nous voulons que l'Europe aille bien, et Viktor Orban fait tout ce qu'il peut pour rassembler les Ukrainiens et les Russes. Moi, j'aimerais qu'on passe aussi à l'autre dossier, parce que souvent, ce qui compte dans les conférences de presse, ce sont les questions des journalistes. Et très vite, les journalistes ont interrogé J.D. Vance sur la crise en cours au Moyen-Orient, cet ultimatum fixé par Donald Trump, qui donne aux Iraniens jusqu'à ce soir 20 heures pour accepter un cessez-le-feu. Il a promis de rayer de la carte l'Iran, quasiment, et il vient de se réveiller, Donald Trump. Je vous résume en substance les tweets du réveil. Une civilisation tout entière va mourir ce soir. Aucun retour en arrière possible. Je ne veux pas que ça arrive, mais ce sera probablement le cas. Voilà la punchline du matin signée Trump. On a le sentiment, à quelques heures de cette deadline, que cette escalade, elle est inévitable finalement. Cette escalade, oui, elle semble inévitable parce que Trump, jusqu'au bout, jusqu'à quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum, il met la pression maximale sur l'Iran en disant voilà, on va carrément détruire votre civilisation, on va détruire l'Iran en une nuit, en 4 heures aussi, je crois qu'il a dit, les ponts, les centrales électriques, etc. Tout va péter. Je crois que c'est un de ses proches qui a employé ce terme. Et ça a commencé un peu d'une certaine manière, parce qu'il y a eu déjà des ponts qui ont été touchés, depuis ce matin, des universités, une synagogue, une grande ligne ferroviaire, une autoroute dans le nord qui a été coupée. Donc ça a un peu commencé, et voilà, Donald Trump, il dit aux Iraniens, il vous reste quelques heures. Si vous n'arrêtez pas, là, on va vraiment vous ramener à l'âge de pierre. Alors, toute la question, c'est de savoir que vont faire les Iraniens jusqu'à... Alors, je crois que 20 heures sur la côte est américaine, ça doit faire 3 heures ici, ça doit faire à peu près 6 heures du matin, mercredi, en Iran. Est-ce que les Iraniens peuvent changer d'avis? Ça paraît quand même très compliqué, parce que c'est un régime à la fois affaibli et hyper radicalisé, avec les gardiens de la Révolution, qui a beaucoup à perdre si jamais ils tombent. Donc ils font le dos rond absolument, quitte au passage à sacrifier leur population civile, et en appelant, alors on ne sait pas si c'est plus ou moins contraint, forcé, ça c'est compliqué à dire, des milliers et des milliers d'Iraniens à se placer comme bouclier humain sur les sites qui doivent être visés par les Américains et les Israéliens. Alors J.D. Vance, lui, il a répété tout simplement que Trump, l'administration Trump, tout ce qu'elle voulait, c'était une solution diplomatique, il fallait trouver une solution pour Hormuz, que en fait la balle était dans le camp des Iraniens. C'est à eux de savoir s'ils veulent que Donald Trump déclenche le feu de l'enfer sur eux, ou s'ils acceptent d'être raisonnables, de négocier. Et il a dit qu'il allait prier pour ça. Alors il y a une question aussi sur l'île de Karg qui serait à nouveau bombardée. Qui a été frappée d'ailleurs ce matin. On a pour l'instant que le baril de pétrole américain prend plus de 2% après ces frappes. Voilà, donc l'île de Karg, il a dit mais vous savez, il n'y a pas que ce problème-là, mais oui, l'île de Karg peut être un de nos objectifs. Bon, sachant que l'île de Karg, oui, ça va fortement impacter les Iraniens, mais encore plus aussi les pays du Golfe, qui eux commencent à en avoir
littéralement marre. Hein. Il y a le porte-parole du ministère qatarien des Affaires étrangères qui s'est exprimé tout à l'heure et qui dit là on est au point de bascule où ça va être une guerre qui va partir de manière totalement incontrôlée. Il faut arrêter ça maintenant parce que sinon les conséquences seront très graves, d'abord dans nos pays mais ensuite à l'échelle mondiale. Il va y avoir beaucoup de négociations dans les heures qui viennent, dit J.D. Vance depuis Budapest. Hein.